Les progrès technologiques sont si rapides que même en travaillant toute une vie, un archéologue a du mal à suivre. Nous avons pu localiser des milliers de nouveaux sites archéologiques, toutes périodes confondues. Grâce à ces données, nous pouvons affûter nos questionnements et déterminer de façon précise où donner le premier coup de pelle. En archéologie, il arrive que la technologie dernier cri prenne l'allure d'une vieille charrette à bras. Tandis que les archéologues Ruth Boising et Rosanne Schott installent leurs instruments dans une prairie pour chevaux, à quelques mètres de là, leurs collègues préparent un dispositif à l'aspect nettement plus perfectionné. Cet instrument de prospection magnétique est très lourd, au point de devoir être tiré par une voiture. Ces deux appareils ont pourtant bel et bien la même fonction. L'un est plus imposant et peut donc explorer de plus grandes surfaces. Voilà tout. Les archéologues allemands et irlandais se sont retrouvés près de l'ancienne église du monastère de Skryne. Ces ruines pleines de mystères datent du XVe siècle. Mais comparées aux témoins immémoriaux qui constellent la région, elles paraissent presque récentes. Nous nous trouvons au nord-ouest de Dublin. La colline de Skryne fait face à celle de Tara, véritable sanctuaire irlandais qui abrite des monuments vieux de plusieurs millénaires. La région est également parsemée d'immenses tombes mégalithiques. Des constructions uniques érigées vers 3000 avant Jésus-Christ par des peuples qui n'ont rien laissé d'autre à la postérité que leur sépulture. Une reconstitution numérique permet de se faire une idée de l'intérieur de ces tombes, qui ont souvent été disposées selon des données astronomiques. Pour savoir ce qui se cache sous la surface, les archéologues utilisent des sondes. Cet instrument à 5 sondes a 2 mètres d'envergure. Il permet de couvrir une superficie de 2 à 3 hectares par jour. On peut donc obtenir des résultats exploitables pour nos recherches archéologiques assez rapidement. L'appareil de prospection magnétique de ses confrères, équipé lui de 16 sondes, est d'autant plus performant. Ici, il faut faire très attention. Si on confond les câbles, on risque de transmettre de fausses positions. Le meilleur moyen d'éviter ça est de vérifier que tout fonctionne correctement. Ici, l'objectif est de détecter des vestiges très anciens sans donner un seul coup de pioche. C'est ce qu'on appelle la prospection archéologique. Là, je connecte le magnétomètre à l'ordinateur. Ce dernier doit enregistrer toutes les données mesurées et nous indiquer, lorsque nous parcourons le terrain, les endroits où il faut fouiller. L'instrument à 16 sondes permet de mesurer les variations du champ magnétique terrestre. Je me demande vraiment ce que nous allons trouver ici. Ce paysage baigne dans une histoire qui a débuté il y a des milliers d'années. Les archéologues ne doivent pas seulement maîtriser l'histoire et la technique, mais aussi s'adapter au terrain.
Nous ne savons pas précisément quand cette église a été construite. Nous aimerions aussi en apprendre un peu plus sur la période antérieure aux premiers témoignages dont nous disposons. Des sources des 8e et 10e siècles évoquent la colline de Skryne comme étant un site funéraire. La croix indique l'endroit exact où nous nous trouvons. À l'aide de coordonnées GPS, les archéologues manœuvrent leurs véhicules avec la plus grande précision et disposent d'un profil complet du sol. Les sondes remorquées perçoivent les variations du champ magnétique terrestre déployé, tel un voile invisible dans le sol. S'il est perturbé par des murs ou des fossés, cette structure est modifiée. Voilà précisément ce que les sondes mesurent. L'ordinateur enregistre ces perturbations. Une structure disparue depuis longtemps apparaît comme une ombre surgie du passé. C'est fantastique. Ça a l'air formidable. C'est une prairie fascinante, absolument fascinante. Ici, on voit des tranchées. Et là, c'est très vraisemblablement un système de fossés rectangulaires qui pourrait tout à fait être relié à cette église. Il y avait peut-être un hameau entouré de douves, chose qu'on ignorait jusqu'à présent. Nous sommes les premiers à le découvrir, après peut-être 700 ans. Où se trouve la communication avec l'église? L'église est là. En dessous, là, on dirait presque des fossés concentriques. À 1700 km plus à l'est, à Berlin. Dans le studio de réalité virtuelle du développeur de jeux vidéo Thomas Bremer, le travail en cours concerne une archéologie numérique d'un tout autre genre. En dépit des apparences, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Les concepteurs travaillent main dans la main avec l'archéologue berlinois Kai Kollmeier. Ici, la technologie de haut vol rejoint le monde antique. Les débuts n'ont pas forcément été faciles, mais chacun a beaucoup appris de l'autre. Il est notamment question du système de lecture pour le moins singulier des Hittites. Cette ligne se lit de gauche à droite, celle-ci de droite à gauche, celle-là de gauche à droite et celle-là à nouveau de gauche à droite. C'est en zigzag tout le long. Pas simple. Les archéologues sont encore d'un autre siècle. C'est le cas pour les méthodes de travail. Et en ce qui concerne les progrès très rapides de l'informatique et de l'archéologie virtuelle, il faut d'abord que tout ça atteigne nos cerveaux. Alors, quand je dis que je travaille avec un développeur de jeux vidéo, je vois les mâchoires se décrocher. La technologie du jeu vidéo n'est pas prise au sérieux, alors que notre travail a l'ambition de l'être, justement. Ce qui ressemble ici à un jeu vidéo est en réalité la réplique à l'identique d'un temple. Il s'agit du temple du dieu de l'orage d'Alep, l'une des plus importantes divinités de l'Orient ancien. Les plus vieilles parties du temple datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le programme permet de faire lever ou coucher le soleil de manière virtuelle et ainsi d'admirer le temple sous des éclairages différents. Un bon moyen de se faire une idée de l'espace, des dimensions et des proportions. Ce n'est pas comme si nous nous trouvions vraiment à l'intérieur du temple, et de loin. Mais la vision est totalement différente de ce qu'on pourrait voir sur un écran d'ordinateur normal. Rien que le fait de pouvoir se tenir ici et par exemple de s'accroupir pour regarder les objets en relief, c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire avec un écran. Alep, en Syrie. Le temple se situait au cœur de la ville, dans la vieille citadelle qui s'est retrouvée au centre des récents affrontements entre troupes rebelles et armées régulières. En 2015, la citadelle finit par être éventrée. 5000 ans d'histoire pulvérisée dans un conflit sanglant. Début 2011, l'équipe berlinoise de Kai Kollmeier scanne le temple d'Alep. La Syrie jouit encore d'une paix relative. Le professeur emmène donc des étudiants avec lui, et même sa propre fille.
En dessous d'Emilia, vous pouvez voir une autre représentation du dieu de l'orage, perché sur son char. Il est représenté en guerrier. C'est quoi? C'est le symbole divin. Et ça? Des massues. Au début, la mission était surtout scientifique. Mais avec la guerre, les données récoltées ont soudain pris une dimension nouvelle. Nous nous sommes retrouvés avec une quantité faramineuse de données, et puis la guerre civile a éclaté. Il n'a plus été possible de se rendre sur place, et la question s'est posée de savoir ce que nous allions faire. Cela peut sembler presque cynique, mais ces données constituaient le socle idéal. Nous sommes le seul site de fouilles du Moyen-Orient à avoir effectué des scans en 3 dimensions. Dans tout ce malheur, c'est une chance énorme. Le temple n'a en grande partie pas survécu à la guerre. Mais sa version numérique, elle, est conservée précieusement. Les données scannées sont si précises que les inscriptions sont plus lisibles en réalité virtuelle. Lorsque j'ai appris à réaliser des fouilles, je n'avais avec moi qu'une feuille de papier et un crayon, c'est tout. Aujourd'hui, on peut utiliser un scanner qui est bien plus précis. Rien à voir avec la représentation sur papier. Et évidemment, ces nouveaux moyens soulèvent de nouvelles questions. Pouvoir reproduire une copie conforme. Voilà qui intéresse aussi les spécialistes en archéologie navale. Mesurer et reproduire des épaves sous l'eau est l'une des missions les plus exigeantes et les plus pénibles de la discipline. Les conditions ne sont pas toujours aussi bonnes qu'ici, en mer Baltique, au large de l'île de Rügen. Le renflouement d'épaves gisant au fond des océans n'est mis en œuvre que pour des pièces d'exception, telles ce Kog, bateau à 1 mât et voile carrée, de la Ligue hanséatique, restauré depuis 1972 au musée allemand de la navigation maritime de Bremerhaven. Pour en apprendre plus sur ce bateau de commerce datant de 1380, les archéologues ont réalisé une maquette numérique. La construction d'un bateau comme celui-là est extrêmement élaborée. Toutes les pièces en sont interdépendantes, si bien que quand vous en déplacez une, ne serait-ce que de 2 cm, c'est le bateau entier qui se déforme. C'est précisément pour ça que nous avons effectué cette reconstitution sur ordinateur. Elle nous donne une vue d'ensemble qui nous permet de voir instantanément d'où vient la déformation, sans avoir à faire le tour du vaisseau qui fait 23 mètres de long. Il suffit de déplacer virtuellement quelque chose et les éventuelles modifications s'affichent instantanément sous vos yeux. Les scientifiques ont notamment pu déterminer comment le Kog était manœuvré, et ce, sans même devoir le mettre à l'eau. Dans la mer Baltique, au large de l'île de Rügen, repose une autre épave. Elle ne sera pas renflouée, mais n'en intéresse pas moins les archéologues. La particularité de cette épave, c'est qu'elle date du milieu, voire du début du XVIe siècle. Nous en avons très peu de cette période, et selon une datation qui a été effectuée, les bois ayant servi à sa construction proviendraient de Hambourg. Aujourd'hui, des détails du bateau immergé doivent encore être reproduits à la main, car cela reste le meilleur moyen d'en saisir au mieux certaines spécificités. Mais c'est un appareil photo bien spécial qui s'acquitte du plus gros de la tâche. À partir de centaines de photos, une maquette en 3 dimensions est réalisée par ordinateur. Les eaux pauvres en nutriments de la mer Baltique ont parfaitement conservé le bois. Le courant, en revanche, a érodé l'épave jusqu'au fond du bateau. Le but de notre expédition est d'effectuer un maximum de relevés afin d'enregistrer le plus de détails techniques possible et d'obtenir une image conforme qui servira de base à nos recherches.
C'est un peu comme recopier un livre qu'on ne peut pas lire parce qu'il est écrit dans une langue étrangère. On le rapporte à la maison sur du papier, ou en l'occurrence ici en fichier numérique. Une fois chez soi, on s'installe devant son bureau et on tente de traduire ce vieux bouquin et de comprendre ce qu'il raconte. Ce qui est drôle, c'est que lors de la plongée, on n'a jamais une telle vision de l'épave, tout simplement par manque de visibilité. Là, on est en mesure de créer ce type de maquette, même si la visibilité ne dépasse pas 30 cm. Pour tout reconstituer, il faut veiller à prendre suffisamment de clichés qui se chevauchent. Et d'un seul coup, on découvre une image inédite. On y distingue par exemple les pierres servant à lester le navire de guerre, toujours disposées à fond de cale. Sans elles, la frégate n'aurait jamais pu transporter les lourds canons. L'un des joyaux de la collection du Musée d'art islamique de Berlin semble insignifiant et sans éclat. Heureusement, les techniques numériques vont y remédier. Le dernier projet de Kai Kollmeyer, cette coupole de bois richement sculptée qui appartenait à l'un des palais nasrides de la célèbre Alhambra de Grenade. À Berlin, cette coupole longtemps délaissée doit retrouver ses lettres de noblesse. La coupole qui se trouve à Berlin est mal éclairée, comme vous le voyez. Dans de telles conditions, aucun visiteur ne peut l'associer à l'Alhambra. Il faut les réunir virtuellement. Il faut qu'on puisse avoir d'un côté l'Alhambra et de l'autre le musée berlinois, de sorte que le visiteur visualise où se trouvait cette coupole et dans quel contexte elle était visible. En 1891, le banquier Arthur von Gwinner rapporte avec lui la coupole en Allemagne, avec l'autorisation des autorités espagnoles. Gwinner possède alors un petit palais dans l'Alhambra qu'il a racheté à un chanteur d'opéra espagnol. Plus tard, il fera don de ce palais à l'État espagnol, mais conservera la coupole. Pendant un temps, elle ornera sa villa berlinoise avant d'être léguée au musée. Initialement, la coupole était dorée et partiellement peinte. Elle est composée de dizaines de petites pièces et a été sculptée dans du bois de cèdre et de peuplier. Une pièce ornementale digne des cieux. On nous a également dit que les bassins situés devant cette œuvre reflétaient le soleil vers la coupole. Simuler cela en fonction des différentes saisons et des différentes positions du soleil nous permettrait de confirmer qu'il y a bien un concept à l'origine de cette représentation, qui pourrait être un symbole du ciel. Pour reconnecter la coupole à son site d'origine, l'équipe de Kai Kollmeyer s'est rendue à l'Alhambra de Grenade avec tout son équipement. Sur place, elle a scanné la tour qui soutenait autrefois la coupole. Encore une énorme masse de données à traiter pour les développeurs de jeux vidéo. Les fouilles ne sont qu'un aspect de notre mission. Nous nous devons aussi d'œuvrer à la bonne conservation des biens culturels sur place. Et pour cela, il ne faut toucher à rien. Nous avons recours à des méthodes non destructives qui utilisent la géophysique, le magnétomètre, la prospection, la résistivité, le géoradar, bref, tout ce qui est à notre disposition. Les données doivent être traitées avant même d'envisager des fouilles. Dans de nombreux cas, celles-ci ne sont même plus nécessaires. La vallée de la rivière Boyne, au nord-ouest de Dublin, abrite des tumulus parmi les plus spectaculaires d'Irlande. Depuis 1993, les tombes à couloirs de Newgrange, Doubt et Note sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tumulus central de Note possède une circonférence de 275 mètres et est entouré de 20 tombeaux plus petits. De nombreuses pierres gravées restent à ce jour une énigme. Bien des légendes entourent ces imposantes collines, celles de héros, d'elfes et de rois vivant parmi elles.
Les trois sépultures de Note, Dote et Newgrange se touchent. S'offrir une vision d'ensemble d'un site fait aujourd'hui partie de la routine pour les archéologues. Les drones sont équipés d'appareils photo et fournissent les données pour les maquettes créées par ordinateur. L'emplacement d'églises médiévales coïncide souvent avec la présence de vestiges bien plus anciens. Lorsque des lieux revêtaient une certaine importance, il fallait les occuper pour exercer un contrôle politique, militaire et religieux sur un territoire. C'est aussi pour ça que nous nous intéressons à eux. On peut très bien imaginer qu'avec la christianisation, ces lieux très anciens aient été utilisés pour la construction d'églises. La preuve, ce soir, lors de l'exploitation des données géomagnétiques de Skryne, les archéologues découvrent des structures circulaires qui semblent plus anciennes que le petit village médiéval. Il pourrait s'agir de vestiges de fossés circulaires qui entourent les tumulus, ou bien de cabanes rondes. La répartition de ces objets ne présente aucun lien avec ce fossé. On peut donc en déduire que les deux types d'ouvrages datent de périodes différentes. Repérer des vestiges enfouis sans avoir besoin de creuser, cette méthode était à l'origine réservée aux armées. La plupart de ces technologies n'ont pas été développées spécifiquement pour l'archéologie. Par exemple, certains procédés géophysiques reposent sur la mesure de variation dans le champ magnétique. À l'origine, ils servaient à la détection des sous-marins qui perturbaient le champ magnétique terrestre sous l'eau. C'est une méthode qui a été légèrement modifiée pour pouvoir être utilisée en archéologie. Axel Posluszny est entouré de vestiges archéologiques. Il travaille sur le Glauberg, un oppidum proche de Francfort. Ce plateau montagneux a été colonisé par l'homme il y a des millénaires. Les Celtes en particulier ont imprimé leur marque sur la région. Aujourd'hui, on sait que le plateau a été entouré d'une impressionnante muraille autrefois. Étant donné le fort dénivelé, elle ne pouvait servir uniquement à la défense. Elle était donc surtout là pour faire étalage du pouvoir et de la magnificence des princes celtes. Ici, tout commence au néolithique, à l'époque des premiers cultivateurs et éleveurs de l'ancienne province de Vettéravie. L'âge précis de ce tout premier site reste encore à déterminer. Il appartient à ce qu'on appelle la culture de Michelsberg. Ensuite, l'histoire se poursuit jusqu'à la fin de l'âge du bronze. À partir de l'âge du fer, vers 500 avant Jésus-Christ, les premières populations que nous pouvons appeler celtes se sont établies ici. Ce sont ces gens qui, les premiers, ont construit des fortifications sur ce plateau. En 1988, un simple cliché aérien conduit à l'une des découvertes archéologiques les plus spectaculaires en Allemagne. Depuis des décennies, les archéologues utilisent les photos aériennes pour détecter des structures dans le sol. Mais cela n'est possible qu'après une longue sécheresse. Dans ce champ de céréales, on distingue assez clairement des contours plus foncés. Cela indique qu'à cet endroit, les céréales ont bénéficié d'une humidité plus importante. On peut donc en déduire qu'en dessous se trouve un fossé qui retient mieux l'humidité. Au pied du Glauberg, la tombe d'un prince celte a été découverte, profondément enfouie dans le champ. Le tumulus qui en faisait partie avait depuis longtemps été emporté par les charrues. Suite à cette trouvaille, le tertre a été recréé et derrière la colline, un musée a vu le jour. Aux abords du tombeau, une statue en grès, grandeur nature, a été mise au jour. Elle était ornée de chaînes et d'anneaux et se trouvait dans une fosse, avec des fragments d'autres statues. Il s'agit du fameux prince celte, coiffé d'une surprenante couronne. Dans la tombe du prince, les archéologues ont retrouvé une chaîne en or, la même que celle que porte la statue de grès. Aujourd'hui, c'est une évidence pour le visiteur. Le prince de pierre du Glauberg représente un homme qui a vécu il y a plus de 2500 ans. Le corps trouvé dans la tombe était lui aussi coiffé d'une étrange couronne, tout comme la statue.
Depuis, l'archéologie aérienne est allée encore plus loin. En plus de l'archéologie aérienne classique, qui s'est bien évidemment elle aussi informatisée, nous avons la possibilité d'effectuer des recherches non destructives sur des vestiges archéologiques, grâce à d'autres méthodes assistées par ordinateur. Le LIDAR, une technique de télédétection aéroportée, est la première de ces méthodes. Placé sous un avion, le scanner balaie le paysage. À l'origine, les données récoltées n'étaient pas destinées à l'archéologie, mais au service du cadastre. Elles représentent néanmoins un pas de géant en termes de connaissances acquises, même si les modèles numériques issus de ce procédé peuvent à première vue sembler tout sauf spectaculaires. La particularité du LIDAR, c'est qu'il permet d'effacer les arbres et les arbustes. Depuis les airs, les avions, mais aussi parfois les hélicoptères, envoient des rayons laser vers le sol. Ces rayons sont renvoyés et on peut calculer la hauteur de la surface de la Terre et ainsi dresser un modèle numérique à partir du temps qu'ils mettent pour revenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé fonctionne aussi dans la forêt. Suffisamment de rayons parviennent à s'infiltrer à travers les arbres et à toucher le sol, ce qui permet d'obtenir une représentation assez précise du terrain. À l'image, on distingue le tracé du Limes, la frontière entre la région occupée par les Romains et la région libre. Ici, c'est parfaitement visible. Et là, se dressait sans doute un mirador. Dans la forêt, il y avait d'autres tertres. Ici, il pourrait en théorie s'agir d'un tumulus qui a déjà été fouillé. Je dirais au hasard vers le XVIIIe siècle. À cette époque, on ne se cassait pas la tête et on entrait directement par le haut. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir. Elle laisse de petits trous en haut, au sommet du tumulus. Cette trace circulaire suggère que c'est ce qui a pu se produire ici aussi. Axel Posluszny a découvert un imposant tumulus non loin de la tombe du prince celte. Une fois dans la forêt, ce minuscule point sur le scan est difficile à identifier en tant que tombeau. Notre passé se trouve là, juste sous nos pieds. Sauf que nous ne pouvons pas le voir. L'archéologie numérique est là pour rendre visible l'invisible. Ce n'est pas le seul tumulus que nous ayons trouvé dans les environs. Il y en a encore au moins 3 ou 4. En Allemagne, le LIDAR est un procédé qui est très largement employé pour l'archéologie. Dans la Hesse, il nous a notamment permis de trouver d'autres remparts circulaires. Un collègue qui effectue des recherches systématiques très fastidieuses dans tout le Bade-Wurtemberg a également pu découvrir des milliers de nouveaux sites archéologiques datant de toutes les époques. En Irlande aussi, le nombre de monuments découverts grâce aux méthodes de prospection modernes a pu être multiplié par 100. La très spectaculaire colline de Tara, énigmatique joyau irlandais, fut autrefois le siège des rois d'Irlande et des prêtres païens à l'apogée de leur puissance. La colline de Tara dégage une magie qu'on perçoit bien par ici. Au XIXe siècle, des Irlandais se sont rassemblés en ce lieu et ont fait le serment solennel de ne jamais se reposer tant que cette terre ne serait pas indépendante. Ils n'ont certainement pas fait ça pour rien. Des druides peuplent aujourd'hui cette terre. Le soir, on peut les entendre jouer de la harpe. Ici, les chrétiens ont bâti une église. Avec le magnétomètre, Ruth Boising et Rosanne Schott arpentent chaque centimètre carré d'une prairie sur la vaste colline. À Tara, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et de fait, les données numériques indiquent de nombreux cercles sous la surface. Des tumulus, à moins qu'il ne s'agisse de lieux de rassemblement.
Lorsque nous avons commencé à explorer Tara, environ 25 monuments, tous visibles, étaient déjà connus. Grâce aux méthodes géophysiques, nous savons qu'il y en a plus d'une centaine, dont bon nombre se trouvent sous la surface. Les cartes anciennes fournissent également des indices sur les monuments disparus. Ne connaissant pas l'écriture, le peuple de Tara a consigné son histoire dans le sol et façonné un paysage sacré qui est à décrypter. La profonde tranchée qui creuse la colline était probablement une voie processionnelle. Sur le scan du lidar, elle apparaît distinctement. Elle menait directement à l'intérieur du Rat Nari, le fort des rois, entouré d'un grand mur d'enceinte. Il s'agit de la voie processionnelle que le roi élu empruntait pour atteindre le sommet de la colline de Tara, afin d'y être intronisé. À droite comme à gauche, des talus ont été aménagés. Ainsi, le regard des marcheurs était orienté vers ce qui importait le plus aux yeux du bâtisseur. Chose intéressante, il y a toute une série d'ouvertures le long de la voie, grâce auxquelles on bénéficie d'une vue imprenable sur les monuments les plus emblématiques, en particulier les tumulus. Preuve que les bâtisseurs de la préhistoire s'y entendaient en matière d'effets visuels. Ce que je trouve également très beau, c'est que lorsqu'on se tient ici, on a une vue magnifiquement dégagée sur le paysage qui entoure Tara, ainsi que sur un bon nombre des montagnes et des collines où se trouvent d'autres monuments. Il n'y en a pas autant que sur celle de Tara, qui est unique en son genre, mais il y a plusieurs monuments isolés qui sont probablement liés entre eux. La colline de Ward abrite elle aussi un sanctuaire énigmatique. Des étudiants de Dublin effectuent des fouilles à des endroits précis. Selon la légende, c'est dans la colline de Ward qu'Halloween, fête païenne célébrée le soir du 1er novembre, puise ses origines. Effectivement, les étudiants trouvent un grand nombre d'ossements d'animaux, comme si à cet endroit, des gens s'étaient régalés autour de copieux banquets. L'archéologue irlandais Stephen Davis a exploré la colline. Ici, la prospection magnétique n'a rien apporté, pour une raison très simple. Le problème, c'est qu'ici, la prospection magnétique est obsolète à cause des grands feux qui ont rendu le sol très magnétique. Tous les instruments réagissent et on ne distingue plus rien du tout. Avec la résistivité, en revanche, on peut voir que la grande colline derrière moi était entourée d'un mur de pierre. C'est la raison pour laquelle nous fouillons ici précisément. Nous avons creusé une petite portion de la colline avec le mur de pierre au centre. La prospection électrique consiste à mesurer les variations de la résistivité du sol, ce qui permet ensuite de créer une image. Encore un procédé de la caisse à outils de l'archéologie virtuelle. Grâce à cette méthode, il est possible d'identifier les différents murs et fossés du site. Des fêtes rituelles se sont-elles réellement tenues la nuit du 1er novembre, avec des feux de joie? Des indices semblent étayer cette hypothèse. Là, c'est une couche de matériaux calcinés. Le feu a eu lieu avant que tout ça ne tombe par-dessus. La couche portant des traces d'incendie va jusque là-bas. Nous pensons à des feux de joie. Mais ce n'est qu'une théorie selon laquelle ces feux remonteraient pratiquement à l'âge du fer. D'après des témoignages du Moyen-Âge, des prêtres et des druides se retrouvaient ici et allumaient de grands feux. Mais ces sources dateraient de 700 ans après les faits, donc nous les prenons avec une certaine circonspection. En tout cas, il y a de nombreuses traces de feu ici. Alors qui sait ? En plus des tombeaux et des lieux de rite, les bâtisseurs de ce site ont laissé les dépouilles de leurs rois assassinés. Ces corps fossilisés se trouvent au Musée national d'Irlande, à Dublin. Les tombeaux et leurs occupants sont les uniques témoins de ces anciens Irlandais qui ne connaissaient pas encore l'écriture.
Nous appelons ces gens qui ont vécu à l'âge du fer en Irlande les invisibles, parce qu'il est très rare que leurs maisons aient été conservées. Nous avons peu de preuves de leur existence. Nous savons beaucoup de choses sur leur rite funéraire, mais malheureusement très peu sur leur quotidien. Les corps fossilisés ont fait l'objet d'analyses scientifiques. On sait que les rois étaient replets et n'accomplissaient pas de rude besogne, ce qui leur a parfois coûté cher. Si la météo ou bien la récolte était mauvaise, s'il y avait la guerre ou que la peste revenait trop souvent, c'était la faute du roi. Les gens disaient que le lien entre la nature terrestre et spirituelle était rompu. Et au bout du compte, le roi était souvent remplacé. L'analyse des corps suggère un étrange rituel. Sucer les mamelons du roi était un rituel exécuté lors de l'intronisation. Donc lorsque les mamelons étaient coupés, cela voulait dire que cet homme ne pouvait plus être vénéré. Tout le cérémonial royal est étroitement lié à la terre-mère, dont le roi n'est autre que le partenaire. Certains des corps fossilisés renfermaient dans leur estomac des fruits qui ont pu être mangés après les premières gelées, des prunelles. Peut-être les rois étaient-ils mis à mort le 1er novembre, lors des feux d'Halloween. Certains de ces corps ont peut-être été sacrifiés lors du cérémonial précurseur d'Halloween, Samhain. Ils avaient l'estomac rempli de pépins de prunelle. De très fortes croyances religieuses sont liées à cet endroit, et certaines d'entre elles pourraient remonter directement aux personnes qui ont construit ce monument. Tout comme à Tara, les données numériques indiquent la présence d'une voie processionnelle sur la colline de Ward. Aujourd'hui, elle n'est plus visible dans les champs. Il en était de même sur le tombeau celte du Glauberg. Ici, on ne s'est pas contenté de reconstruire le tumulus. La voie processionnelle qui menait à la colline a elle aussi été reconstituée. Entourée de profonds fossés, elle était encore plus longue. On le voit parfaitement sur les documents numériques. La prospection magnétique révèle le prolongement de la voie processionnelle. Aujourd'hui, on sait que cette route était entourée d'un haut mur, dont la base pouvait atteindre 12 mètres de large. Les visiteurs ne découvraient donc le tumulus qu'au dernier moment, en prenant un virage. Les chercheurs pensent que le tertre était même blanchi à la chaux. Comme en Irlande, ces monuments étaient également disposés de façon à obtenir un effet d'optique et orientés d'après des critères astronomiques. Ce n'était pas une route qui suivait un itinéraire précis d'un point A à un point B. Elle était orientée selon l'orbite la plus septentrionale de la Lune. C'est un phénomène astronomique qui se produit tous les 18,6 ans. Il permettait de comptabiliser le temps sur de longues périodes, à l'époque où il n'y avait ni calendrier ni horloge. L'Alhambra à Grenade est l'une des plus grandes attractions touristiques d'Europe. 5000 visiteurs se pressent chaque jour dans la citadelle. Les billets se vendent des semaines à l'avance. Pour Kai Kohlmeier, c'est un privilège de pouvoir travailler ici. Kai Kohlmeier et son équipe s'activent depuis des jours dans le Palacio del Partal, la villa qui a d'abord appartenu à un sultan, puis à un chanteur d'opéra, avant d'être racheté par un banquier allemand. C'est ici qu'en 1891, Arthur von Gwinner a fait démonter la coupole. Une pâle copie la remplace aujourd'hui. C'est une expérience formidable, parce qu'on peut vraiment comprendre comment la coupole était placée à l'origine.
On le sent, on le voit à travers cette fenêtre. C'est une sensation qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans un musée, quand on lève la tête dans une salle sombre. Minutieusement, chacun des détails de la pièce est balayé par le scanner. Face à de tels efforts, une question s'impose. Pourquoi les Berlinois ne restituent-ils pas tout simplement la coupole? Pour l'archéologue, ce serait irrespectueux pour l'histoire. La coupole s'est retrouvée à Berlin légalement. Difficile d'affirmer le contraire. Elle possède sa propre histoire, à laquelle participe également son ancien propriétaire, ce banquier allemand qui en a fait l'acquisition avant de la rapporter en Allemagne. Puis il l'a intégrée à sa villa et par des voies détournées, elle a fini au musée de Berlin. Cette histoire fait partie intégrante de l'objet. On ne peut pas la lui retirer. Dans cette salle, le sultan recevait ses amis et sa famille. Un espace intime qui n'en revêtait pas moins une importance politique. Cette reconstitution numérique laisse imaginer son lustre d'antan. Dans la réalité virtuelle, la coupole d'origine, aujourd'hui à Berlin, a été intégrée. Anna McSweeney, islamologue britannique, étudie l'Alhambra depuis de nombreuses années. C'est un lieu de rencontre, d'où on peut admirer tout Grenade, ainsi que l'ensemble des autres palais. Il s'agit donc d'un endroit d'où il est possible d'observer et d'être observé. D'ici, le sultan Mohamed Ier, qui est à l'origine de la construction de l'Alhambra, pouvait être vu tout en contemplant la ville. La coupole de cette salle est l'une des plus anciennes pièces de l'Alhambra, probablement réalisée aux environs de 1320. Elle trône au-dessus de la pièce, et lorsqu'on sait qu'il s'agit de la place du sultan Mohamed III et de ses descendants, on peut y voir une sorte de couronne à l'intérieur de cette tour. À mon sens, elle avait aussi une fonction symbolique. Il est inconcevable que 5000 visiteurs défilent chaque jour dans cette petite salle. Le point de vue du sultan et sa précieuse coupole resteront donc à jamais fermés au public. Jugez-en par vous-même. Ce serait un cauchemar de laisser entrer des visiteurs ici. Ils pourraient écrire leur nom sur les murs ou vouloir emporter un petit souvenir. Afin de préserver ce trésor, cette salle restera fermée, du moins je l'espère. En bas, le visiteur pourrait avoir la possibilité d'effectuer une visite virtuelle, d'admirer la coupole d'origine et de regarder tout autour, d'établir une comparaison avec la vue à travers la fenêtre. Même pour quelqu'un qui a pu voir l'architecture originale, ce serait très intéressant. Lorsque les murs sont trop hauts pour le scanner, un autre procédé est utilisé, la photogrammétrie. Au moyen de milliers de photos qui se chevauchent, on réalise une maquette en 3 dimensions. Sur le principe, je trouve que c'est une très bonne chose que ces données soient publiées sur Internet, y compris les objets en 3 dimensions. Cela permet à chacun d'avoir accès à la culture, du moins ceux qui ont un minimum d'affinité avec l'informatique et qui n'ont pas envie de se rendre dans un musée. Ils ont ainsi la possibilité d'admirer les objets et cela leur donnera peut-être envie de se déplacer pour les voir en vrai. En Irlande, on va encore plus loin. De nombreux objets déjà scannés peuvent être vus sur Internet par un public de passionnés. La banque de données est constamment enrichie.
notamment par Gary Devlin. Il travaille pour le Discovery Programme irlandais. Aujourd'hui, il arpente les prairies de Skryne, déjà explorées par Knut Rassmann. Il souhaite scanner une pierre des plus étranges. La prairie de Skryne se trouve juste en face de la colline de Tara. Là-bas aussi, on peut y voir une pierre similaire qui porte le nom de Lia Fall, la pierre de Fall. Si nous nous intéressons à cette pierre aujourd'hui, c'est parce que nous pensons qu'elle pourrait revêtir une certaine importance pour la colline de Tara. Comme vous le voyez, cette pierre est située pile entre Skryne et Tara. Elle présente également des similarités avec la pierre de Fall qui se trouve au sommet de la colline de Tara. Donc aujourd'hui, nous allons la scanner pour créer une représentation numérique de cette pierre. D'après la légende, la pierre de Fall de Tara aurait le pouvoir de reconnaître les rois irlandais. Si un homme digne de la royauté suprême s'asseyait sur elle, la pierre pousserait un cri. En revanche, aucune légende ne nous est parvenue au sujet de la pierre de Skryne. Gary Devlin utilise un scanner manuel pour numériser la pierre. Les propriétaires terriens sont rarement ravis de voir arriver les archéologues, car lorsque des monuments majeurs sont découverts sur leur terre, plus rien d'autre ne peut y être construit. Ça permet aux gens d'accéder à la pierre dans un environnement numérique. Souvent, ces pierres sont inaccessibles ou se trouvent sur un terrain privé interdit d'accès. De cette façon, ils peuvent disposer des données sur Internet. Avant que les archéologues allemands ne rentrent chez eux, ils prélèvent encore quelques échantillons de sol qui remplaceront avantageusement les fouilles. Les chercheurs se trouvent à Dowth, une zone constellée de tumulus préhistoriques et de fermes médiévales. Un câble passe au beau milieu d'un petit hameau médiéval. Grâce aux données collectées par prospection magnétique, les archéologues ne risquent pas de percer par mégarde une gaine électrique au lieu d'une tranchée ancienne. Ce qui change lorsque je commence à exhumer des objets, c'est que je sais déjà énormément de choses sur ce site. Je peux également définir de manière très précise les périmètres de fouilles. En général, ils sont bien plus restreints qu'avant, parce que je ne progresse pas à l'aveugle. Les archéologues forent à un endroit où ils soupçonnent la présence d'une fosse à ordures. Comme les poubelles modernes, elles en disent long sur le mode de vie des habitants. Les techniciens se rendent tout de suite compte qu'ils sont au bon endroit. Ici, on voit très bien que la couche inférieure se trouve à l'intérieur de la tête de forage. Et là, à l'intérieur, c'est du charbon de bois. Nous savons donc que nous sommes encore au milieu de la couche archéologique. Mais cela ne me surprend pas, car avec la prospection magnétique, nous savions que cet endroit comportait une structure. Nous avons déjà pu la catégoriser de manière assez précise. Si nous n'avions rien trouvé ici, on en aurait conclu que nous avions commis une erreur en effectuant les relevés. Mais nous sommes tombés juste. Nous disposons de nombreuses informations sans avoir donné un seul coup de bêche. La bonne nouvelle, c'est que nous savons déjà que les carottes contiennent du charbon de bois. Nous allons donc pouvoir effectuer des datations au carbone 14 pour déterminer son âge. Ça ne veut pas dire que nous connaîtrons l'âge de ce fossé, mais nous avançons tout doucement. Lorsque les botanistes examineront le charbon de bois, ils pourront également nous dire quels arbres ont été utilisés et brûlés ici. À Francfort, les échantillons de sol sont soumis à de plus amples analyses. Les petits fragments de charbon de bois issus de la fosse à ordures historique reçoivent la même attention que les tessons de céramique antique. Puis l'échantillon est bombardé par des rayons X
et réduit à ses composants chimiques. Knut Rassmann cherche un élément en particulier. Une personne élimine chaque année en moyenne 1 kg de phosphore. Un bœuf, environ 8 kg. Quand on trouve beaucoup de phosphore, ça veut dire que la probabilité que des humains et des animaux aient laissé leurs excréments dans le sol est élevée. Globalement, ce serait un premier indicateur pour déterminer si ce campement a plutôt été utilisé à court terme ou bien s'il s'agissait d'une colonie plus durable. Plus il y a de phosphore, et plus il y a de chances que cette colonie ait existé pendant longtemps. Grâce à leurs instruments dernier cri, les archéologues connaissent de nombreux endroits où ils pourraient creuser. Mais ils ne le font pas. Car en effectuant des fouilles, on détruit des traces qui, à travers d'autres procédés, peuvent encore livrer de précieuses informations. Nous avons une responsabilité. L'archéologie est une ressource limitée. Les sites ne repoussent pas. Et ce qui est déterré est également soustrait à la recherche. Malheureusement, c'est quelque chose d'inhérent à l'archéologie. L'archéologie numérique est l'avenir de la recherche sur le passé. Mais elle ne condamne pas pour autant les archéologues à travailler exclusivement devant des écrans. Nous sommes en pleine campagne et nous pouvons ressentir tout ce que dégage ce paysage. Nous pouvons admirer la colline de Tara, voir sa topographie. Tout ça, nous le vivons concrètement. Je ne crois pas qu'on puisse reproduire ça dans un monde virtuel. Ce sont des outils importants dont nous avons besoin, mais l'archéologie doit rester un métier de terrain.